À 14 juin 1944, 14h47, Normandie, France. Le commandant de panzer allemand Klaus Hartmann fut le premier à l'entendre. Un grondement lointain, un grondement qui lui gela le sang dans les veines. Pas le sifflement aigu d'un Messerschmitt, pas le ronronnement familier des bombardiers alliés. Non, c'était différent, plus profond, plus menaçant. Le son que chaque équipage de chars allemands avait appris à craindre pendant ces 8 jours depuis le débarquement. Le République P-47 Thunderbolt. Hartmann agrippa le micro de sa radio. Ses doigts tremblaient. Sa voix se brisa lorsqu'il transmit à son commandant de division, situé à 5 km de là. Il était 14h49. Ces mots apparaîtraient plus tard dans les archives allemandes capturées, aujourd'hui conservées aux archives nationales à College Park, Maryland. Envoyez immédiatement un soutien aérien. Des Thunderbolts américains approchent par l'ouest. Nous avons besoin d'une couverture. Maintenant. La réponse arriva 18 secondes plus tard. Chaque seconde comptait. Chaque battement de cœur avait son importance. Pas de Luftwaffe disponible. Vous êtes seul. Prenez des mesures d'évitement. Hartmann regarda sa montre. 14h49 et 43 secondes. Il commandait des unités de panzer depuis 1941, avait combattu en Pologne, en France, en Russie, avait survécu à Stalingrad, avait mené sa compagnie à travers la retraite brutale de Koursk. Il n'était pas un lâche. Mais à ce moment précis, Klaus Hartmann prit une décision qui hanterait les analystes militaires allemands pendant des décennies. Il ordonna une retraite générale. Pas un repli tactique, pas un repositionnement stratégique, une retraite. 17 des chars les plus avancés de l'arsenal allemand, dont 4 Tiger I, firent demi-tour et prirent la fuite. La mission fut abandonnée. La position fut rendue, tout ça à cause d'avions qui n'étaient même pas encore arrivés. Mais Klaus Hartmann savait quelque chose qui allait lui sauver la vie cet après-midi-là. Il savait ce qui allait arriver. Il l'avait déjà vu. 6 jours plus tôt, près de Carentan, il avait vu des P-47 Thunderbolt américains transformer 23 chars allemands en cercueils brûlants en moins de 12 minutes. Aujourd'hui, cela ne prendrait que 17 minutes. L'année 1944 marqua un tournant, non seulement dans la Seconde Guerre mondiale, mais dans le concept même de la guerre blindée. Pendant des siècles, les forces terrestres avaient dominé les champs de bataille, charges de cavalerie, formations d'infanterie, barrages d'artillerie. Puis vinrent les chars, les machines apparemment invincibles qui changèrent tout pendant la Première Guerre mondiale. En 1944, les divisions panzer allemandes représentaient le sommet de la puissance blindée. Le char Tiger I pesait 60 tonnes d'acier trempé. Son canon de 90 mm pouvait percer n'importe quel char allié à plus d'1 kilomètre de distance. Son blindage était si épais que les chars Sherman américains devaient marquer 5 ou 6 coups directs juste pour avoir une chance de le détruire. Les commandants de chars allemands étaient formés pour être agressifs, pour lancer des attaques, pour dominer le champ de bataille grâce à une puissance de feu et une protection supérieure. La doctrine militaire allemande mettait l'accent sur la guerre interarmes. Certes, mais les divisions Panzer étaient formées pour opérer même sans soutien aérien si nécessaire. Cette doctrine fut écrite avant l'arrivée massive des P-47 Thunderbolt, le République P-47. Thunderbolt n'était pas élégant. Il n'était pas profilé comme le P-51 Mustang, ni mystérieux comme le P-38 Lightning. Le P-47 était une brute, un mastodonte volant propulsé par le moteur à piston le plus puissant jamais produit en série pour un chasseur monomoteur. Le moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp développait 2800 chevaux. C'est plus de puissance que 3 voitures de sport modernes réunies. L'hélice, à elle seule, pesait plus de 180 kg et mesurait 4 mètres de diamètre. Lorsque ce moteur rugissait, le son portait à des kilomètres. Les soldats allemands apprirent à le reconnaître instantanément.
Mais la puissance n'était que le début. Le P-47 emportait 8 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50. 8. Pas 4 comme la plupart des chasseurs. Pas 6 comme les modèles améliorés. 8 mitrailleuses Browning, chacune capable de tirer 800 coups par minute. Faites le calcul, cela fait 6400 coups par minute de puissance de feu combinée. Plus de 100 coups par seconde qui martèlent la cible. Chaque balle pesait environ 15 grammes et voyageait à 880 mètres par seconde. L'énergie cinétique était suffisante pour percer un blindage léger. Le volume de feu pur pouvait déchiqueter tout ce qui n'était pas en acier trempé. Et puis vinrent les munitions, car le P-47 n'était pas conçu uniquement comme un chasseur, il était conçu comme un chasseur-bombardier, un Jug, comme l'appelaient les pilotes, argot pour Juggernaut. Sous ses ailes, un P-47 pouvait emporter jusqu'à 1100 kg de bombes, de roquettes ou de napalm. Le plus souvent, en juin 1944, les P-47 emportaient des roquettes air-sol à haute vitesse, des HVR. Chacune d'entre elles avait la puissance d'un obus de canon naval de 127 mm. Un P-47 complètement chargé emportait 10 de ces armes, 10 roquettes qui pouvaient percer le blindage des chars, 10 roquettes qui volaient à 425 mètres par seconde vers des cibles qui n'avaient nulle part où se cacher. C'était le système d'armes qui approchait de la colonne de Panzers de Klaus Hartmann à 14h49 le 14 juin 1944. La formation était composée de 4 P-47D Thunderbolts du 406 Fighter Group, indicatif d'appel Warpath Squadron. Le pilote en tête était le capitaine Robert Johnson, 27 ans, de Lawton, Oklahoma. Son ailier était le lieutenant Walker Maurin de Fort Wayne, Indiana. Le deuxième élément était composé du capitaine Gerald Johnson d'Eugene, Oregon, et du lieutenant Michael Quirk de Boston, Massachusetts. 4 pilotes, 4 avions, 4 exemples de la puissance industrielle américaine, construits dans l'usine de Republic Aviation à Farmingdale, New York, où les Marie-Louise et leurs collègues produisaient des P-47 Thunderbolts à un rythme de 250 par mois en juin 1944. Ces 4 hommes représentaient quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le capitaine Robert Johnson venait de Lawton, Oklahoma, une ville d'à peine 18 000 habitants. Son père tenait une quincaillerie de la place du village. Sa mère enseignait en CE1 à l'école primaire locale. Lorsque Robert s'engagea après l'appel du 18 juin, toute la ville se rassembla pour lui dire au revoir à la gare. C'est comme ça que fonctionnait la France profonde en 1942. Le lieutenant Walker Maurin grandit à Fort Wayne, Indiana, travaillant l'été dans l'atelier mécanique de son oncle. Il apprit la précision et le savoir-faire bien avant d'apprendre à voler. Ses compétences lui sauveraient de la vie plus d'une fois lorsque des systèmes d'aéronefs tomberaient en panne en pleine mission et qu'il devrait improviser des réparations dans le cockpit. Le capitaine Gerald Johnson d'Eugene, Oregon, était le fils d'un bûcheron. Il comprenait le travail acharné, comprenait le risque, comprenait que certains travaux devaient être faits malgré le danger. Cette mentalité se traduisait directement dans son pilotage de combat. Lancer l'attaque, mener à bien la mission, ramener son ailier à la maison. Le lieutenant Michael Quirk de Boston, Massachusetts, était le plus jeune des 4, à 23 ans. Ses 3 frères aînés servaient tous, un dans l'infanterie en Italie, un dans la marine, dans le Pacifique, un dans l'Army Air Forces en Angleterre, pilotant des B-24. La famille Quirk avait 5 étoiles d'or à sa fenêtre. Leur mère, Margaret Quirk, figurerait plus tard dans un article du magazine Life sur les familles américaines servant pendant la guerre. Les 5 fils survécurent. Toutes les familles n'eurent pas cette chance. Ce n'étaient pas des soldats de carrière sortis des grandes écoles militaires, non, c'étaient des Américains ordinaires devenus extraordinaires face aux exigences du destin. C'est ça,
la véritable histoire de la génération glorieuse. Non pas qu'ils soient nés héros, mais qu'ils le soient devenus quand le monde en avait le plus besoin. Le briefing de mission ce matin-là était clair. Appui aérien tactique aux troupes au sol progressant dans le bocage au sud de 40 ans. Des blindés allemands avaient été repérés, se massant en vue d'une contre-attaque. Les P-47 avaient pour mission de désorganiser cette contre-attaque avant qu'elle ne puisse se concrétiser. Le capitaine Robert Johnson vérifia sa montre alors qu'ils approchaient de la zone cible. 14h51. Le compte à rebours de la mission commençait maintenant, pas à cause d'une décision arbitraire, mais parce qu'à 14h51, les chars allemands en contrebas entrèrent dans son champ de vision. Johnson activa sa radio. Voix calme, professionnelle. Le ton d'un homme qui avait effectué 91 missions de combat et qui savait exactement ce qu'il faisait. Warpath lead à l'escadrille. Cible à 2 heures en contrebas. 17 contacts, plusieurs blindés lourds. Schéma d'attaque standard, annoncez vos passes. 17 chars, 5 kilomètres de bocage, une passe chacun, c'est tout ce dont ils auraient besoin. Klaus Hartmann avait parcouru 3 kilomètres de sa retraite lorsque la première roquette frappa. Heure, 14h53 et 14 secondes. La roquette HVR atteignit le char arrière de sa colonne. Un Panzer IV, commandé par le lieutenant Ernst Weber, 22 ans, originaire de Munich. Weber s'était marié 6 semaines avant son déploiement en France. La roquette pénétra le compartiment moteur. L'explosion ne tua pas l'équipage immédiatement. Le feu s'en chargea. 8 secondes plus tard, lorsque les réservoirs de carburant s'embrasèrent, seul l'opérateur radio, le caporal Friedrich Steiner, s'en sortit. Il passerait 14 mois dans un hôpital britannique avec des brûlures couvrant 60% de son corps. La deuxième roquette frappa 4 secondes plus tard. Un autre Panzer IV, celui-ci commandé par le sergent Otto Reinhardt, 31 ans, vétéran du front de l'Est. La roquette atteignit la couronne de tourelle, le point faible où la tourelle rotative rejoignait la coque. L'explosion fut catastrophique. La tourelle se souleva d'1 mètre et s'écrasa de biais. Tout le monde à l'intérieur mourut sur le coup. Une petite miséricorde, diraient certains plus tard. Le capitaine Johnson remonta après sa passe d'attaque et vira à gauche. Son ailier, le lieutenant Mahurin, piquait déjà sur sa cible. 2 autres roquettes parties, 2 autres chars allemands transformés d'armes offensives en tombeaux de métal en flammes. Temps écoulé, 41 secondes. Klaus Hartmann hurla dans sa radio. « Dispersez-vous, bocage, repliez-vous dans les bocages maintenant !» Les bocages normands étaient anciens. Certains remontaient à l'époque romaine. Épaisses murailles de terre, de pierre et de racines recouvertes de végétation, séparant des champs cultivés depuis des siècles. Ils mesuraient entre 2 et 3 mètres de haut et étaient presque impossibles à traverser. Ils offraient une couverture parfaite pour les positions défensives. Ils offraient aussi des pièges parfaits pour les chars essayant d'échapper à une attaque aérienne. Le capitaine Gerald Johnson, le chef de la 2e patrouille, observait à travers son viseur alors que 3 Panzer IV tentaient de se replier sous le couvert des bocages. Les chars étaient rapides pour leur taille, capables d'atteindre 40 km/h sur route, mais se déplaçaient sur un terrain accidenté tout en étant sous le feu des airs. Ils avançaient à pas de tortue. Johnson n'utilisa pas de roquettes sur ces 3-là. Il utilisa ses canons. Les 8 mitrailleuses Browning de calibre 150, 3200 cartouches chargées, convergeant à 300 mètres, il pressa la gâchette pendant 4 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. 4 secondes de tir soutenues de 8 mitrailleuses, 400 balles atteignirent le Panzer IV de tête. Les balles ne pouvaient pas percer le blindage frontal, c'est vrai. Mais elles criblèrent les grilles du moteur, les fentes de vision, les réservoirs de carburant externes, les assemblages de chenilles, les galets de roulement,
et chaque composant externe qui maintenait le char opérationnel. Le Panzer s'arrêta en cahotant, de la fumée s'échappant de son moteur. L'équipage sauta à l'extérieur. Ils survécurent à l'attaque aérienne. Le barrage d'artillerie qui suivit 30 minutes plus tard fut moins clément. Les deuxième et troisième chars tentèrent de faire marche arrière. Erreur fatale. La marche arrière exposait le blindage arrière. Plus fin, le lieutenant Quirk plongea sur eux, canon rugissant et 2 roquettes prêtes, une roquette par char. Les 2 roquettes atteignirent leur cible. Les 2 chars explosèrent en moins de 2 secondes. Temps écoulé, 2 minutes 18 secondes. De retour aux États-Unis, dans les salons du fin fond de l'Oklahoma, de l'Indiana, de l'Oregon et du Massachusetts. Les familles se rassemblaient autour des radios pour les informations du soir. Elles ne savaient pas encore que leur fils et mari écrivaient l'histoire cet après-midi-là dans le ciel de Normandie. Les lettres arriveraient plus tard, les descriptions modestes, les actes héroïques minimisés. C'est ainsi que fonctionnait cette génération. Mais les archives allemandes racontaient une autre histoire. Les documents capturés révélèrent plus tard la terreur brute que les hommes d'Hartmann avaient ressentie cet après-midi-là. Une inscription, écrite par un conducteur de char nommé Hans Krüger, survécu à la guerre et repose désormais dans les archives. Elle est datée du 14 juin 1944, 21h34. Écrite à la lumière d'une lampe de poche dans un trou de renard à 6 km du lieu de l'attaque, où Krüger s'était enfui après avoir abandonné son char. Les Thunderbolts sont venus du soleil. Nous ne les avons jamais vus avant que la première roquette ne frappe. Le char de Werner a explosé, puis celui de Johann, puis celui de Meyer. Le bruit était partout. Les roquettes, les canons, les moteurs. C'était comme la fin du monde. Hartmann a donné l'ordre de battre en retraite. Nous avons couru. Dieu nous aide. Nous avons juste couru. Krüger survécut à la guerre. Il ne parla jamais du 14 juin 1944 à sa famille. Mais il conserva cette entrée de journal toute sa vie. Lorsqu'il mourut en 1992, sa fille la trouva en rangeant sa maison. Elle en fit don à un musée militaire allemand. Elle y est exposée aujourd'hui, papier jauni avec une écriture tremblante, témoignage de 17 minutes de terreur absolue. Les 4 P-47 Thunderbolts effectuèrent 3 passes chacun sur la zone cible. 3 passes en 17 minutes. C'est le temps qu'il fallut pour transformer une contre-attaque de panzers allemands en une déroute. 3 passes pour détruire 11 chars, en endommager 4 autres, et disperser les survivants dans la campagne où ils devinrent des cibles pour l'artillerie et l'infanterie. Klaus Hartmann survécut. Il regagna les lignes allemandes avec 6 chars opérationnels. 11 de ces 17 chars furent détruits ou abandonnés. 73 hommes moururent cet après-midi-là. 42 autres furent blessés. La contre-attaque fut annulée. La ligne de défense allemande s'effondra 3 jours plus tard. Hartmann rédigea un rapport ce soir-là. Il fut classifié par le haut commandement allemand car il révélait trop de faiblesses allemandes face à la supériorité aérienne américaine. Ce rapport resta enfoui dans les archives de la Wehrmacht jusqu'à ce que les enquêteurs alliés le trouvent en mai 1945. Le langage est austère, technique, sauf pour un paragraphe qui révélait les dommages psychologiques qui allaient au-delà des chars détruits et des équipages morts. Nous ne pouvons pas opérer de jour lorsque des Thunderbolts américains sont présents. Les hommes refusent de quitter leurs abris dès qu'ils entendent les moteurs. Même mes commandants les plus expérimentés montrent de la peur. Cette arme a brisé quelque chose en nous. Ce n'est pas seulement la destruction, mais l'impuissance. Il n'y a aucune défense, aucune tactique qui fonctionne. Nous ne pouvons que nous cacher et espérer qu'ils ne nous trouvent pas. Ceci a été écrit par un commandant de panzer allemand qui avait combattu à travers l'Europe pendant 3 ans. Un homme qui avait affronté les chars soviétiques à Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire.
un homme qui avait commandé des blindés lors de certains des combats les plus féroces de la guerre, et 17 minutes d'attaque de P-47 Thunderbolt l'avaient brisé. L'impact psychologique du P-47 Thunderbolt sur les forces allemandes en Normandie ne peut être sous-estimé. Des entretiens d'après-guerre avec des vétérans allemands ont révélé un schéma constant. Des soldats qui avaient affronté l'artillerie, les chars, les combats d'infanterie sans broncher parlaient des attaques de P-47 avec une sorte d'épouvante véritable. Le colonel Hans von Lück commandait le 125e régiment de panzergrenadiers en Normandie. Il a été interviewé de manière exhaustive après la guerre pour divers projets historiques. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la plus grande menace pour les forces allemandes après le jour J, sa réponse a été immédiate. Les chasseurs bombardiers américains, particulièrement le P-47. Ce n'était pas seulement la destruction qu'ils causaient, c'était la présence constante, la conscience que tout mouvement en plein jour les attirerait sur vous, le bruit de ces moteurs. Mes hommes pouvaient identifier un P-47 à des kilomètres à la ronde, et quand ils l'entendaient, tout s'arrêtait. Nous avons appris à ne nous déplacer que la nuit ou par mauvais temps. Le P-47 régnait sur le jour. Cela représentait un changement fondamental dans la guerre. Les chars avaient dominé les champs de bataille parce qu'ils combinaient puissance de feu, protection et mobilité. Ils étaient censés être les prédateurs suprêmes de la guerre terrestre. Mais le P-47 Thunderbolt et ses avions similaires avaient introduit un nouveau prédateur suprême, un qui opérait d'en haut, un contre lequel il n'y avait aucune défense efficace une fois la supériorité aérienne perdue. Les statistiques racontent l'histoire. Au cours du premier mois après le jour J, du 6 juin au 6 juillet 1944, les P-47 Thunderbolt américains ont effectué 12 845 sorties au-dessus de la Normandie. Ces sorties ont revendiqué 987 chars et véhicules blindés allemands détruits, avec 1234 autres endommagés. Les archives allemandes, qui ont tendance à être plus conservatrices avec les estimations de pertes, confirment au moins 743 chars détruits par des attaques aériennes au cours de la même période. 743 chars en un mois par un seul type d'appareil. Pour mettre cela en perspective, la production allemande totale de tous les types de chars en juin 1944 était d'environ 1600 véhicules. Les P-47 américains seuls détruisaient les chars allemands plus vite que les usines allemandes ne pouvaient les remplacer. Et cela ne tient pas compte des pertes dues aux combats terrestres, aux pannes mécaniques ou au manque de carburant. Les chiffres industriels deviennent encore plus stupéfiants lorsque l'on examine la capacité de production américaine. Republic Aviation a produit 15 683 P-47 Thunderbolt au total. La production a culminé en 1944 à près de 300 avions par mois, rien que dans l'usine de Farmingdale. Une deuxième chaîne de production à Evansville, dans l'Indiana, a ajouté 200 autres par mois. 500 P-47 Thunderbolts par mois. Plus de 16 avions par jour sortant des chaînes de montage américaines. Chacun capable de transporter suffisamment de munitions pour détruire plusieurs chars par mission. Chacun réutilisable, ravitaillable, réarmé pour de multiples missions par jour, si nécessaire. L'arsenal de la démocratie n'était pas qu'un slogan. C'était une déclaration de certitude mathématique. L'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre d'usure contre la capacité industrielle américaine. Le P-47 Thunderbolt l'a prouvé dans le ciel au-dessus de la Normandie chaque jour. L'usine Republic Aviation à Farmingdale, Long Island, fonctionnait 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 3 équipes d'ouvriers, principalement des femmes, dont beaucoup n'avaient jamais occupé d'emploi dans la fabrication avant la guerre. Elles venaient des grands magasins, des services de secrétariat, des postes d'enseignement, de la tenue de maison. Elles sont venues parce que leur pays avait besoin d'elles, et elles ont construit des miracles. Chaque P-47 Thunderbolt nécessitait environ 150 000 pièces individuelles.
Chaque pièce devait être fabriquée selon des tolérances mesurées en millièmes de pouce. Chaque assemblage devait être parfait parce que la vie des pilotes en dépendait. Et d'une manière ou d'une autre, impossible. Les travailleurs américains ont atteint des taux de production que les officiers du renseignement allemand refusaient de croire, même lorsqu'on leur présentait des preuves photographiques. Lorsque des espions allemands ont signalé que l'Amérique produisait plus de 500 P-47 par mois, le haut commandement de la Luftwaffe a rejeté les rapports comme de la désinformation alliée. Il était tout simplement impossible, ont-ils conclu, qu'une nation construise autant d'avions complexes aussi rapidement. Mais les photographies continuaient d'arriver. Des images de reconnaissance satellite, prises par des avions de reconnaissance à haute altitude, montrant rang après rang après rang de P-47 Thunderbolts achevés, alignés sur les aérodromes américains, attendant d'être transportés en Europe. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, s'est vu montrer ces images en juillet 1944. Sa réponse a été enregistrée par son aide et a ensuite été versée au dossier lors des procès de Nuremberg. Quand nous voyons de telles images, nous savons que nous avons déjà perdu la guerre. Aucune nation ne peut égaler une telle production. Nous combattons l'ensemble du complexe industriel américain. C'était la réalité terrifiante à laquelle Klaus Hartmann et ses équipages de chars étaient confrontés le 14 juin 1944. Ils ne combattaient pas seulement 4 avions. Ils combattaient la puissance accumulée de toute une nation mobilisée pour la guerre. Chaque P-47 qu'ils voyaient représentait des milliers de travailleurs américains, des millions d'heures de travail. Des milliards de dollars de capacité industrielle consacrés à un seul but, gagner la guerre. Et il y avait plus de P-47 qui arrivaient, toujours plus. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Une marée inarrêtable d'avions américains que les forces allemandes ne pouvaient espérer égaler ou contrer. Les commandants de chars allemands le savaient. Ils avaient vu les chiffres. Ils comprenaient les mathématiques de la guerre industrielle. Et cette connaissance était peut-être plus démoralisante que les pertes réelles au combat. Mais les chiffres seuls ne racontent pas toute l'histoire. L'élément humain compte. Les jeunes hommes d'Oklahoma, d'Indiana, d'Oregon et du Massachusetts qui grimpaient dans ces cockpits. Les familles qui attendaient à la maison, vérifiant chaque jour la boîte aux lettres pour voir s'il y avait du courrier. La France profonde qui a envoyé ses fils sauver le monde. Le capitaine Robert Johnson, le chef de vol le 14 juin 1944, a effectué 91 missions de combat pendant la guerre. Il a été abattu une fois, a fait 2 atterrissages forcés et est rentré chez lui avec la Distinguished Service Cross, la Silver Star et la Distinguished Flying Cross avec 7 feuilles de chêne. Il a survécu à la guerre et a vécu jusqu'en 1998. Il parlait rarement des combats. Lorsqu'il était pressé par des membres de sa famille ou des historiens, ses réponses étaient modestes au point d'être frustrantes. Nous avons fait notre travail, c'est ce que disait sa génération. C'est ainsi qu'ils ont traité ce qu'ils avaient fait. Mais en 1989, lors d'une réunion d'anciens pilotes de P-47, Jules Dupont, de son vrai nom Johnson, s'est confié plus ouvertement à ses camarades vétérans qui comprenaient. Un enregistrement de cette conversation existe, précieusement conservé par l'Association des pilotes de P-47 Thunderbolt. Vous me demandez ce que l'on ressentait en volant pour ces missions? La réponse honnête, j'avais peur à chaque fois. Peur au décollage, peur au combat, peur à l'atterrissage, mais plus que la peur, il y avait la colère. La colère contre ce que ces salauds avaient fait au monde, la colère contre ce qu'ils représentaient. Alors oui, j'ai attaqué. Nous l'avons tous fait, parce que quelqu'un devait les arrêter. Et il était certain que ça ne s'arrêterait pas tout seul. Voilà, c'est la voix de la plus grande génération. Des hommes qui avaient peur, mais qui l'ont fait malgré tout. Des hommes qui minimisaient leur héroïsme. Des hommes qui sont rentrés chez eux et ont reconstruit le monde d'après-guerre avec la même détermination dont ils avaient fait preuve au combat.
Fin juin 1944, les commandants de chars allemands en Normandie avaient appris des leçons brutales. Ils ont appris à ne se déplacer que la nuit. Ils ont appris à cacher leurs blindés dans les bâtiments, sous les arbres, partout où il y avait un abri. Ils ont appris que masser les forces pour une contre-attaque était un suicide en plein jour. Ils ont appris que le P-47 Thunderbolt avait changé les règles de la guerre blindée pour toujours. Klaus Hartmann a survécu à la campagne de Normandie. Il est retourné en Allemagne et a combattu lors de la défense désespérée de la patrie en 1945. Il a été capturé par les forces américaines en avril 1945 et a passé 2 ans comme prisonnier de guerre. Lors de son interrogatoire, les officiers du renseignement l'ont interrogé sur ses expériences en France. Hartmann a répondu honnêtement, dans un anglais approximatif. Ces mots ont été transcrits et classés dans son dossier de prisonnier. Votre Thunderbolt était le pire. Pire que l'artillerie, pire que vos chars. Nous pouvions combattre l'artillerie, nous pouvions combattre les chars, mais le Thunderbolt, il n'y avait rien que nous puissions faire. Rien. Nous ne pouvions que courir et prier. L'officier interrogateur, le capitaine Guillaume Benoît, originaire de Lyon, a demandé plus de détails. Qu'est-ce qui rendait le P-47 si efficace? Hartmann a réfléchi longuement avant de répondre. Sa réponse remplit 3 pages du procès-verbal d'interrogatoire et offre un aperçu remarquable du point de vue allemand. Ce n'était pas une seule chose, c'était tout. Le son nous avertissait qu'ils arrivaient, mais ne nous laissait pas le temps de nous préparer. Le blindage de ces appareils signifiait que nos canons anti-aériens les abattaient rarement. La puissance de feu signifiait qu'ils pouvaient attaquer au-delà de notre portée de réponse efficace. La puissance des bombes signifiait que chaque passage pouvait détruire des chars. Leur nombre signifiait qu'il y en avait toujours plus. Toujours. Et les pilotes. Vos pilotes étaient agressifs, intrépides. Ils plongeaient à travers notre flaque comme si elle n'existait pas. Nos hommes les appelaient les Américains fous. Vous devez comprendre. Nous étions entraînés à ce que les commandants de Panzer ne reculent pas devant les avions. Mais, après juin, après avoir vu ce que vos Thunderbolts pouvaient faire, nous avons reculé à chaque fois. Cet aveu, de la part d'un commandant de Panzer allemand expérimenté, révèle la domination psychologique totale que la puissance aérienne américaine a exercée à partir de mi-1944. L'armée allemande, qui avait conquis la majeure partie de l'Europe grâce à des tactiques offensives combinées, avait été réduite à se cacher des chasseurs-bombardiers américains. Les maîtres de la Blitzkrieg étaient devenus ceux qui couraient se mettre à l'abri. L'impact de la mission du 14 juin s'est étendu bien au-delà des résultats tactiques immédiats. Les services de renseignement allemands ont analysé l'attaque de manière approfondie. Ils ont calculé le temps passé sur la cible, les munitions utilisées, les dégâts infligés, les pertes causées. Puis, ils ont extrapolé ces chiffres à l'ensemble de la Normandie, à l'ensemble de la France, à l'ensemble de l'Europe occidentale. Les conclusions étaient dévastatrices. Un officier d'état-major allemand, le major Henri Lemaire, a rédigé une analyse datée du 23 juin 1944, 9 jours après la rencontre avec Hartmann. Le document a été classé top secret et marqué pour diffusion uniquement aux commandants de groupes d'armées, et au-dessus, il a été capturé après la guerre et déclassifié en 1976. Si les capacités des chasseurs-bombardiers américains observées le 14 juin représentent des performances opérationnelles standards, la poursuite des opérations blindées sur le théâtre occidental est mathématiquement intenable. Les avions ennemis peuvent obtenir la supériorité aérienne tactique locale à volonté. Aucune formation blindée allemande de plus de la taille d'une compagnie ne peut manœuvrer en plein jour sans pertes inacceptables. Recommandation:
Négociation immédiate d'un armistice sur le front occidental avant l'effondrement complet des forces blindées. Cette recommandation a été rejetée par Hitler en personne. La guerre allait continuer pendant encore 11 mois. Des centaines de milliers de personnes allaient mourir. Mais la réalité mathématique identifiée par le major Lemaire est restée vraie. L'Allemagne ne pouvait pas gagner face à la supériorité aérienne américaine, soutenue par la capacité industrielle américaine. Les hommes qui ont effectué ces missions, comme le capitaine Robert Johnson et son escadrille, n'ont jamais vu cette analyse allemande. Ils n'ont jamais su que leur mission de frappe tactique de routine avait été étudiée au plus haut niveau de la planification militaire allemande. Ils ont continué à voler. Ils ont continué à se battre. Ils ont continué à attaquer jour après jour, jusqu'à ce que la guerre soit gagnée. Cette mission de 17 minutes du 14 juin 1944 n'était pas unique. Elle était représentative de centaines de missions similaires, effectuées chaque jour à travers l'Europe en 1944 et 1945. Chaque mission effectuée par de jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence. Chaque mission soutenue par des usines remplies d'ouvriers construisant les armes de la liberté. Chaque mission rapprochant le monde de la libération. Aujourd'hui, les P-47 Thunderbolt sont rares. Seule une poignée d'entre eux sont encore en état de vol. Ils apparaissent lors de meetings aériens où d'anciens combattants âgés y assistent parfois, en se souvenant, le son de ce moteur R2800 est inconfondible, grave, puissant, menaçant. Le son qui signifiait autrefois la terreur pour les ennemis de la liberté. Le son qui signifiait l'espoir pour les victimes de la tyrannie. Le son qui signifiait le salut pour un monde au bord du gouffre. Le son de 17 minutes qui a tout changé. Abonnez-vous à cette chaîne si la préservation de ces histoires vous tient à cœur. Ces anciens combattants nous quittent. Mon propre grand-père, navigateur de B-17, est décédé il y a 3 ans. Avant de mourir, il m'a fait promettre de continuer à raconter ces histoires, de garder la mémoire vivante. C'est ce que fait cette chaîne. Chaque vue, chaque j'aime, chaque partage contribue à faire en sorte qu'une nouvelle génération se souvienne du prix de la liberté. Si vous souhaitez soutenir ce travail directement, la fonction Super Thanks de YouTube permet de financer les recherches nécessaires à la réalisation de ces vidéos. Documents originaux, entretiens avec des anciens combattants, frais d'accès aux archives. Tout cela coûte de l'argent. Mais tout cela compte. Parce qu'une fois que ces histoires sont oubliées, elles disparaissent à jamais. La semaine prochaine, nous aborderons le rôle du P-38 Lightning dans le théâtre du Pacifique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas le manquer. L'histoire de la façon dont les chasseurs bimoteurs américains ont dominé le ciel du Pacifique est tout aussi remarquable que ce qui s'est passé en Europe. Théâtre différent, même ingéniosité américaine, même détermination à gagner. Merci d'avoir regardé. Partagez ceci avec tous ceux qui ont besoin de comprendre ce que la génération la plus illustre a fait pour nous, ce qu'elle a sacrifié, ce qu'elle a accompli, et pourquoi nous ne devons jamais oublier. Votre liberté vole sur les ailes qu'ils ont construites. Votre sécurité repose sur les fondations qu'ils ont posées. Votre monde existe parce qu'ils se sont dressés quand il le fallait. Vraiment. N'oubliez jamais. Ne le prenez jamais pour acquis. Et toujours, honorez ceux qui ont servi, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse les anciens combattants qui ont sauvé le monde.